Et bonsoir à toutes et à tous, c'est la rentrée, bienvenue dans cette 4e saison de Quelle Comédie, l'émission qui en direct, chaque lundi à 19h, jette un coup de projecteur sur ce qui fait l'actualité de la comédie française. Alors comme les années passées, nous alternerons avec Béline Dola pour animer, je crois avec gourmandise, ces rencontres hebdomadaires. Nous serons ici même au secrétariat général de la Comédie Française, place Colette, à Paris, mais aussi dans les ateliers, en coulisses ou bien également sur les autres scènes que sont le théâtre du Vieux Colombier ou le Studio Théâtre. Alors, pour ouvrir le bal, l'opéra de Katsu est au programme. L'œuvre conjointe de Bertolt Brecht et Kurt Weill est mise en scène par Thomas Ostermeyer, que la troupe connaît bien désormais, et dirigée par Maxime Pascal à la tête de son ensemble Le Balcon, une production qui a été créée cet été dans le cadre du Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence. C'était début juillet, dans le cadre merveilleux du théâtre de l'Archevêché. Alors à mes côtés, pour revenir sur cette aventure et évoquer la reprise Salle Richelieu à compter du 23 septembre et jusqu'au 5 novembre, Christian Eck, 525e sociétaire qui incarne le chef d'une bande de mendiants pitchers. Bonsoir. Bonsoir. Alphonse Semin, pionnier aux côtés de Maxime Pascal de l'ensemble Le Balcon, chef de chant de cette production, mais aussi qui va diriger cette production ici en alternance. Le grand principe de l'alternance. On alterne avec Béline, vous alternez avec Maxime. Exactement. Et bonsoir. Et puis Alexandre Pato, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur donc de cette nouvelle traduction de l'opéra de Katsu, voilà, pièce de Brecht, publiée chez l'Arche, une aventure là aussi qui a pris de longs mois et qui est une première parce qu'on parle ce soir de la version de 1928, donc quasiment un siècle. Et peut-être qu'avant de venir à vraiment ce texte, ce travail, tout d'abord, une impression, une atmosphère. Je disais que cet opéra de Katsu avait été créé dans le cadre prestigieux de ce Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Christian Eck, vous êtes des trois qui sont là ce soir, celui qui était sur scène et qui donc s'est retrouvé dans ce lieu que je disais merveilleux, c'est vrai, du théâtre de l'Archevêché, lieu en plein air, il faut le dire à ceux qui nous écoutent et qui ne le connaissent pas, avec un bel arbre dans cette cour. Comment c'était de se retrouver face à ce public du Festival d'Aix-en-Provence ? Impressionnant. Non, mais pour nous, c'est une très belle aventure. Mais c'est vrai, c'est quelque chose de nouveau parce qu'on se retrouve dans un festival d'art lyrique qui n'est pas notre spécialité première, on va dire. Voilà. Ce qui nous protège, c'est que c'est un opéra pour comédiens. Exactement. C'est pas écrit pour des chanteurs lyriques. Chanteurs, mais enfin bon. Ceci étant dit, on était quand même à l'Archevêché, au Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. En ouverture de la 75e édition. Face à, oui, voilà, et face à le magnifique orchestre du Balcon avec Maxime Pascal à la baguette, et tout ça était quand même assez impressionnant. Et voilà, donc il a fallu, en dehors du jeu, on était à des niveaux de chant, nous, dans la distribution, à des niveaux différents. Une interprète comme Marie Hopper, par exemple, avait déjà une avancée sur le chant. Oui, jeune entrée donc dans la troupe, pensionnaire, et qui a beaucoup chanté donc en comédie musicale. On avait des niveaux de chant différents, et donc on a dû un petit peu s'y prendre en amont pour essayer de s'améliorer. Et donc on a travaillé en gros un an à l'avance pour essayer de venir faire semblant d'être des chanteurs. Et pour ça, vous avez été entouré par exemple, Alphonse, voilà, mais aussi évidemment Vincent Leterme, qui est aussi le chef de chant de cette maison. Est-ce que on est plus à nu quand on chante que quand on joue ? Est-ce qu'on est plus à nu ? Non. Alors je trouve que le chant est une merveilleuse façon de raconter une histoire. Je trouve que faire passer l'émotion à travers le chant, pour moi, n'est pas plus difficile que pour le jeu. Par contre, il y a une technique vocale, il y a
Kronwag qui n'est pas hyper facile quand même à chanter. Il faut être précis, surtout qu'on a en face l'inertie d'un orchestre, donc on peut pas être élastique. Enfin, il y a une élasticité permise, mais parce qu'il y a quand même du sentier en face. Il y a un musicien qui sait vous suivre. Hein. Mais il y a des limites aux bornes, et voilà. Donc, et il y a le fait d'avoir une voix qui porte, qui couvre, qui remplit, qui d'une certaine puissance pour pouvoir avoir une voix conséquente, je vais dire. Oui, mais ça c'est un sacré travail. Alphonse le connaît très bien. C'est aussi le passage de la voix parlée à la voix chantée. Alors pour un chanteur d'opéra, c'est toujours un vrai défi. Oui, surtout quand c'est pas leur langue maternelle, comme ça arrive souvent, comme toutes les Carmen ou tous les, je sais pas, Enlèvement au sérail, tous ces opéras qui ont du texte parlé entre les numéros. Malheureusement, on s'habitue souvent à un niveau de jeu un peu moyen, où on attend patiemment le prochain numéro musical pour que ils se remettent à chanter. C'est pas du tout toujours le cas. Il y a quand même beaucoup de chanteurs qui adorent jouer la comédie, mais c'est vrai que remplir une salle sans micro, ce qui n'était pas notre cas, mais si on fait Carmen ou si on fait une opérette, il faut remplir la salle avec sa voix parlée. De la part d'un chanteur, c'est vraiment pas évident. Oui, et puis toujours la peur en plus d'utiliser son instrument à un endroit qui est pas celui qui pousse le plus, etc. Donc c'est très délicat. Alexandre, je disais que c'était un défi de donner cet opéra de Katsu en ouverture du 75e festival d'Aix-en-Provence. Christian a lui rebondi sur le défi musical, mais il y a aussi un pari sur le côté aussi subversif de cette œuvre. Qui reste quand même bel et bien en 2023 présent. Je veux dire, il y a une résonance avec notre monde. Oui, tout à fait. Et puis le pari de le faire en français, puisque c'est une œuvre écrite en allemand. Monté par un Allemand en plus, Thomas Ostermayer. Monté par un Allemand, mais je crois que Thomas Ostermayer avait vraiment le désir, justement, il connaît très bien cette œuvre, il la connaît par cœur, il la chante avec les comédiennes et les comédiens en répétition, mais il avait le désir de la décaper en osant le pari d'une nouvelle traduction en langue française, sachant que l'œuvre n'a pas été traduite officiellement depuis la fin des années 50. On a une seule édition qui est de 59, et c'est aussi une aubaine pour nous, parce que quand on a une traduction, imaginons que ça avait été fait en 2005-2010, on aurait eu moins de marge de manœuvre, alors que là, avec toute l'équipe, on avait un terrain de jeu formidable, extrêmement exigeant et parfois désespérant, parce que parfois on n'arrivait pas à trouver de solution sur la partition. Il a fallu vraiment traduire sur les notes de Weill, en trichant le moins possible. Enfin, on a un peu triché parfois, mais on a essayé de tricher le moins possible. Et je crois que cet élan aussi collectif a donné a soutenu cette subversion que Thomas Ostermayer voulait retrouver. Oui, alors c'est un défi que vous connaissez, puisque vous avez par exemple un rapport très fort à la musique, à Schubert par exemple, avec La Belle Meunière. Et non, mais dans quelle mesure traduire pour le parler et traduire pour le chanter sont deux métiers différents, peut-être pas, mais... Disons, ce sont deux marges ou deux espaces différents, dans le sens où moi j'aime beaucoup la traduction de forme poétique. Donc il y a un débat en traduction, est-ce qu'on peut, quand on a une forme fixe, si on a des vers de Shakespeare, par exemple quand Olivier Cadieux traduit Shakespeare, est-ce qu'il va le faire en vers français? Est-ce qu'il va le faire en rime? Est-ce qu'il va le faire en pied? Ça pose des questions infinies. Et là, ce que j'ai aimé dans ce travail, c'est que la contrainte, en fait, le débat s'arrête tout de suite, parce que la contrainte, c'est on a des notes, des rimes, et si possible, on va essayer de faire quelque chose qui frappe l'auditeur francophone autant qu'une chanson de Barbara. Et donc, ça, c'était la grande difficulté. C'est une question de contrainte. C'est-à-dire qu'on a, 5 contraintes au lieu d'une ou 2 contraintes. Il y a non seulement le sens, la forme, mais il y a la prosodie musicale, la phonétique, quelles syllabes on chante, donc il faut aller voir la partition, parce que parfois il y a tel instrument qui soutient, donc on se demande est-ce que c'est mieux d'avoir un A ou un O quand le chœur chante. C'est ça, parce que la couleur, la musique est déjà une traduction, un sentiment en soi, auquel on ajoute un mot, et le mot, on peut là, quand même, avec toute la richesse de la langue française, choisir, sans doute souvent un mot plus qu'un autre, et donc là c'est une question de couleur, donc il y a une forme de musique de chambre entre le mot et l'orchestre. C'est une belle image. Mais même entre le mot, l'orchestre
Et le comédien, parce que par exemple avec Christian, on a beaucoup dialogué, et il m'est souvent arrivé de penser aux comédiennes et aux comédiens en traduisant le texte parlé et le texte chanté, parce que je connaissais la distribution. Mais quand on arrivait en répétition, on a vraiment, avec Alphonse aussi et Vincent Leterme, c'était passionnant parce qu'on avait un ping-pong où moi j'avais des retours après la répétition, à dire par exemple Christian il préférait peut-être autre chose, ou là c'est un peu moins peut-être, faire presque du cousu humain en fait. Et moi par exemple pour Christian, j'ai changé des expressions idiomatiques pour Christian par exemple. J'ai des exemples précis, mais où d'un seul coup je par exemple. Le un peu monde veut, par exemple. Oui. Ça, il y a un moment où on pourrait traduire, il y a un passage dans le premier final de Katsu, où l'allemand fait, il faudrait expliquer, où Pitchum, le personnage de Christian, dit dans la nouvelle traduction, un peu monde veut que j'ai pas tort, le monde est creux, l'humain retort. Et une version plus littérale, on aurait par exemple pu traduire par, évidemment que j'ai raison, le monde est pauvre, l'homme est pas bon. Ouais. Mais c'était à la fois plus lourd, il y avait les on, et moi, en connaissant l'art de Christian, je sais pas pourquoi, c'est une forme de gouaille. J'ai entendu à la place du, donc c'était en allemand, ça fait natürlich hab ich leider recht. On a ce ta 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 ta. Et le natürlich hab ich, je trouvais qu'en plus, si on faisait un peu monde veut, on pouvait le découper. Donc il pouvait soit faire un peu monde veut ou un peu monde veut en le hachant comme ça. Et j'ai eu, je sais plus comment j'ai eu cette idée, mais d'un coup, c'est le genre d'idée, au bout de semaines de travail, on se dit, ça c'est peut-être ça pour Christian. Ouais, c'est plus... Un peu monde veut, et ça marche très bien sur scène parce que je crois que c'est plus coloré. C'est plus coloré que naturellement ou évidemment, voilà, un exemple concret. Ouais, une manière donc c'est ça. Et puis aussi en effet de le mettre en bouche. Vous le disiez, Christian, avec cette contrainte du rythme de l'orchestre, c'est-à-dire que c'est aussi un texte qu'on débite pas selon son propre tempo. Non. Non. Et en fait, pour revenir à la première impression, en fait, moi, ce qui m'a mis le trac avec le fait de chanter, c'était même la plus grande contrainte pour moi, c'est on n'a pas droit à l'erreur de mémoire. Alors quand on joue, si on dit un mot pour un autre, si on n'est pas sur des alexandrins, bref, on peut toujours s'arranger. Là, si on perd pied, on nous a donné des trucs pour passer à côté, hein. Mais merde, et la machine est en route, et comment on fait pour se rattraper? Mais particulièrement ton personnage. Parce que t'as quand même beaucoup de passages très syllabiques, très rapides. Voilà. Si tu rates une syllabe, le train est passé. Oui, d'ailleurs, c'est raté. Mais c'est une grande chance de rencontrer Alexandre. On l'a rencontré assez tôt en amont, parce qu'on s'écrivait, on s'appelait, et c'était un aller-retour qui était très très enrichissant. Et je crois que aussi côté musique, vous avez réussi à faire une maquette suffisamment en amont pour que vous puissiez les comédiens travailler. J'ai lu ça, c'était pour faire joli dans les programmes. Non, c'est vrai. Largement 6 mois avant, toutes les chansons avaient été enregistrées avec une première version de nous, ce que le balcon peut faire. C'est pas du tout exactement ce qui est sorti au final. Mais c'était une manière déjà de pouvoir approcher le travail et vous y mettre, quoi. On peut en parler. Et de montrer patte blanche aussi aux gens qui nous donnent le droit de jouer ou pas, c'est ça. Oui, les ayants droit, les gardiens. Voilà. Les gardiens du temple. Ce personnage Pitchum, c'est un salaud. C'est une crapule magnifique. C'est jouissif de jouer les salauds. Mais bien sûr. C'est un inintérêt de jouer les gens bien, plats, gentils, fades. Moi j'ai une attirance particulière pour tous les personnages à défaut, on va dire. On a envie de les sauver, ces personnages. Peur de jouer. Quand on me propose un jeune premier, je serais toujours bien embêté. Non, mais c'est une super histoire d'amour, ce personnage, et ce couple. Avec Véronique Bella. Ce trio presque, parce que la fille, elle est pas si blanche que ça non plus. À la fin, Non. Oui, elle a été bien élevée. Et, elle a du carafon. Oui, non, mais... Mais c'est vous aussi, c'est Véronique, toi qui vouliez, dès le départ,
qu'on voit votre amour de... Oui, parce qu'à priori... C'est un vieux couple, mais vous vous aimez toujours. Je crois que ce qui n'est pas évident, en fait. Ouais. Oui, je crois que dans beaucoup de versions, on a le réflexe, c'est un vieux couple, c'est des méchants, entre guillemets. Ils s'aiment pas. Ah ouais. Ils s'aiment pas, ils s'envoient s'engueulent dessus. tout le temps. Ouais. Et nous, on avait envie dès le début, au contraire, de faire un couple soudé. Ouais. Il y a beaucoup de tendresse. Oui. Ouais. Et puis ils sont très complices dans le stratagème qu'ils montent pour encore gagner de l'argent, parce que ce qui est extraordinaire, c'est ces gens-là, c'est qu'ils se font de l'argent sur la misère. C'est quand même le comble du comble. Mais c'est vrai qu'il y a... je vous demandais si jamais on avait envie de sauver son personnage quand on joue un salaud. Il y a un petit peu de ça dans le Bien fait sûr. de créer cet amour quand même dans le couple. C'est une manière quand même aussi de lui Bien donner sûr. une part. De toute façon, il faut toujours sauver le personnage qu'on interprète. C'est une règle générale. Oui. Quand même s'il est c'est une crapule sans nom, il faut les aimer, ces personnages, parce qu'il faut reconnaître le chemin qui les a guidés pour être mauvais. Enfin, je sais pas. Il faut qu'on s'y reconnaisse. Il faut que tout le monde se reconnaisse. C'est vrai que moi, je suis un petit peu comme ça. C'est vrai à une mesure différente. On s'attache aussi. On est tous un peu méchants quand même. Enfin, je veux dire, il faut quand même, on n'est pas, hein. Et donc, j'aime bien parler des défauts. J'aime bien parler de la bêtise aussi. Rire de la bêtise, c'est peut-être une des seules manières de la combattre. Enfin, c'est de faire prendre conscience de nos travers. Mais c'est ça qui est touchant, c'est l'humanité la plus profonde. Alors, il y a toujours cette espèce d'éternel débat, c'est déjà chez Strauss, hein, mais prima la musica, la parole. Et là, quand je réfléchissais à ça, sur cette œuvre-là et sur le fait de vous avoir autour de cette table, je me disais, mon Dieu, c'est quand même assez cornélien parce que tout découle de tout. J'aurais tendance à dire que peut-être que prima la musica, parce que c'est elle qui va vous guider, vous le disiez, Alexandre, finalement, dans la traduction. Et en même temps... C'est un sujet vraiment complexe parce que il y a un débat aussi de philologues, enfin sur la genèse ou d'exégètes sur la genèse de l'œuvre. Est-ce que la musique découle du texte? Comment très concrètement Brecht et Weill ont travaillé? Parce qu'ils ont vraiment travaillé main dans la main sur une courte période de temps, même à peine 2 mois, vraiment plein. Intense. Enfin ensuite c'était intense. Et bon, les Brechtiens prétendent que Brecht avait non seulement le texte mais la mélodie. Et les Weiliens. Mais parce qu'il se disait poète. J'ai lu que d'ailleurs Brecht s'accompagnait à la guitare aussi. Oui, tout à fait. Oui, il avait un don musical certain. On a beaucoup de témoignages là-dessus. On en parlait tout à l'heure, mais les poèmes qui sont tout juste antérieurs à l'opéra de Katsu, on a à la fin du recueil de poèmes des partitions qui sont de Brecht. Vraiment, ce sont des notes toutes simples. Ensuite, ça a été mis en musique et d'ailleurs certains des poèmes ont été repris dans l'opéra de Katsu et mis avec une autre musique, une nouvelle musique de Kurt Weill. Mais je crois que ça c'est une question vraiment de jeunesse pour les notes et l'appareil critique du livre, etc. Mais pour ce qui concerne notre travail, c'est vraiment retrouver il y a une sorte de discordance en fait dans les textes de Brecht, une sorte de mise à distance générale dans la musique et dans le texte par rapport à l'opéra classique. Donc j'aime bien faire écouter souvent comme première chanson Rien à faire. Quand même quand on entend ça c'est un opéra de Katsu, mais on va quand même à l'opéra et il y a cette chanson qui commence avec ce rythme de jazzy, mais vraiment de Katsu tout pauvre, vraiment saccadé comme ça, et puis on a un texte en allemand qui sonne en plus encore plus sale, j'ai envie âpre plutôt qu'en français, et qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on a ce texte, pourquoi les mots sont si crus, et ça c'est déjà toute une réflexion préliminaire à la traduction, c'est comme dans toute traduction, comprendre le registre, la posture de celui qui écrit. Pourquoi il nous dit ça? Qu'est-ce que c'est que cette forme? Comment fonctionnent les rimes? Comment fonctionne la métrique? Quel est son usage de la rime par rapport à la poésie classique allemande, qui est très novateur? C'est un peu comme ce que fait Apollinaire à la même époque. En fait, c'est vraiment une manière de chambouler. C'est plus doux chez Apollinaire, mais c'est vraiment une manière de dynamiter la langue qui est prodigieuse et que tout le monde peut comprendre. Que tout le monde peut comprendre. C'est ça qui est important. C'est que en Allemagne, à l'époque, le succès de l'œuvre, il est aussi fondé sur le fait que les gens, le peuple, venaient voir ça et comprenaient tout de suite les blagues, les jeux de mots. Et il faut essayer de retrouver ça. Et les traductions anciennes ont beaucoup de mérite, mais évidemment, elles littérarisent un peu le texte.
c'était devenu une chanson quand même un peu plus plate. Et alors nous, on a essayé de retrouver, même si les sons ne sont pas, c'est difficile, les sons ne sont pas les mêmes. C'est évident. Les rimes ne sont pas les mêmes rimes. Ouais. On ne reproduit pas la tonalité des rimes. On fait de nouvelles rimes en essayant de reproduire l'esprit du texte. Mais par contre, il y a une question, oui, c'est ça, de couleur. De couleurs, c'est comme des notes de musique, c'est-à-dire, mais ça passe vraiment par de la vocifération. Enfin, moi, j'ai travaillé vraiment chez moi, alors, j'ai la chance d'être tout seul chez moi dans une maison, vraiment, c'est une sorte de gueuloir. Enfin, je vais écouter des magnétos, c'est vraiment délirant. Enfin, on a toutes les chansons enregistrées, chantées par Alexandre. C'est vrai. Oui, mais j'aimais bien cet esprit de Katsu, parce que j'ai fait ça complètement avec un logiciel un peu pourri, donc j'ai monté les chansons, mais il y avait un côté, cette énergie toute simple, en fait, parce que ça provient de là, cette œuvre, elle vient de là, en fait. Et quand vous parlez de la jeunesse de cette œuvre, c'est vrai qu'il y a la version donc 1928 qui est la première version, c'est la première fois que celle-ci est traduite, et puis ensuite il y a des versions postérieures, si je ne me trompe pas. Et donc c'est un texte qui est en mouvement. Il y a une mobilité du texte qui autorise. Ça, c'est la grande question. Oui, alors c'est une œuvre vraiment très foisonnante qui a été fixée sur le papier en 1928, au lendemain de la création, à l'automne 28, 2 mois après la création. Ça, c'est un texte qui avait été imprimé, qui a disparu de la circulation jusqu'au début 2000. On savait que ça existait, mais ça n'avait pas été repris officiellement, réédité en poche, en volume chez un éditeur. Donc on savait, mais voilà. Et Brecht, comme il a fait très souvent, à 2 dates majeures, en 1931 et en 1955, a republié son texte, aussi pour prolonger ses droits d'auteur. Tout n'est pas clair dans cette histoire, c'est pas uniquement l'art pour l'art, c'est compliqué. Mais Kurt Weill a cessé de travailler à la partition fin 28. Il a plus écrit une note de musique après. Donc c'était un texte qui se superpose sur la partition, sans l'autorisation de Kurt Weill. Ce qui pose plein de problèmes, parce que il y a des échanges de lettres entre les deux où Weill explique, mais vous voyez, c'était une collaboration professionnelle, c'était pas des amis du tout, c'était très froid. En disant, vous ne pouvez pas réutiliser, par exemple, tel couplet pour un chœur, car je n'ai pas composé la musique pour ce texte. J'ai composé la musique pour le texte d'origine, avec ces mots, j'ai tâché de respecter, de trouver des timbres pour tel mot. Donc ça pose mais sans qu'il lui interdise non plus de faire un nouveau texte. Donc ça ouvre des questions infinies. On a passé du temps, et nous, ça nous a donné tout un ensemble de variantes. J'ai montré un champ des possibles. Un champ des possibles. Et fructueux quand on a ce travail à faire. Voilà. Et aujourd'hui, il faut simplement que les ayants droit nous autorisent à faire tel montage, par exemple. Et Thomas Ostermayer on a pris la version de 28, qui n'avait effectivement jamais été traduite en l'état, et à de rares moments, Thomas Ostermayer a voulu ouvrir le texte, une sorte de mise à jour, ou en tout cas ou alors une variante lui semblait plus intéressante, et c'est vrai que empiriquement, dans l'histoire de la réception de l'œuvre et des enregistrements, il y a beaucoup de variantes postérieures qui sont devenues les variantes officielles. Ouais, ça existe souvent dans l'histoire. On va retenir finalement les plus récentes. Vous parlez du montage. Alphonse, il y a eu beaucoup de coupes. Ah oui. Là, nous, notre version dure 2h30, sans entracte. Si on joue tout, 4 heures. Ouais, c'est très long. Normalement, il y a un entracte. Donc, qu'est-ce qu'on a coupé ? Beaucoup de choses. Pas la musique. Non, il manque pas une note de musique, non. Mais il y a des scènes entières qui ont disparu, notamment une scène Paul et Lucie, enfin il y en a plein en fait, des passages entiers. Il y a une scène très longue qui est la scène du mariage vers le début de l'œuvre, qui devrait durer 25 minutes. C'est une pièce dans la pièce. Voilà. C'est vraiment une pièce dans la pièce. Tout le monde s'est toujours plaint de cette scène. Très longue. Mais c'est une scène drôle en plus, c'est important, mais mais c'est tiré en longueur. Nous on l'a déjà beaucoup coupé et recoupé encore au fur et à mesure des répétitions, jusqu'à certaines coupes vraiment au dernier moment. On a quand même enlevé une des occurrences du chant nuptial. Normalement il devrait le chanter 3 fois. Là, voilà, c'est des petits arrangements comme ça. Mais de musique, non, on n'a rien enlevé. Au contraire, on a même rajouté le couplet final du chœur final. La conclusion, on le fait 2 fois. Je dis pas pour le public. Non, c'est ça. La chanson de Véronique Vella, quand même. Tout à fait, oui, bien sûr. Ça, c'est un ajout. Ça, c'est un sacré ajout. Alors, on est sûr que c'est vrai ou pas que la créatrice française de Madame Pitchoum était Yvette Guilbert. Yvette Guilbert, oui, c'est ça. Ça, c'est sûr, mais on ne sait pas si elle a... On a un tapuscrit, sans doute de la main, de la machine à écrire d'Yvette Guilbert, très émouvant, qui est conservé aux archives. On a vraiment le scan, le tapuscrit.
C'est pas moi à placer. Non. On avait dit si au début vous arrivez à placer Tapuscrit, Voilà. Exactement. on arrive droit à une bière en sortant. Ah, mais ça. C'est joli. Ah, oui. Et c'était très émouvant. D'ailleurs, Véronique Vella qui aime beaucoup Yvette Guilbert quand elle a vu cette copie du Tapuscrit, donc des 3 couplets de cette chanson Pauvre Madame Peachum, qui donc a été proposée par la Fondation Courteval à New York à Thomas Ostermeyer au début du projet. Comme un petit trésor qu'il gardait dans Comme un leur petit tiroir. trésor. Un petit cadeau. Voilà. Le texte est d'Yvette Guilbert. 1937, c'était pour une des toutes premières productions à Paris. Je crois que c'était Gaston Batty qui mettait en scène. Et on a une partition toute simple de Courteval. Je crois que c'est piano flûte, ou juste piano. Piano, je crois. Ouais, Moi, c'est piano. ce que j'ai reçu en tout cas. Ouais. Pas si simple quand même. Hein. C'est assez. Oui. Elle est assez détaillée Ouais. comme chanson. En un couplet, il y a 3-4 formules d'accompagnement différentes. Il se passe plein de trucs quand même. Et le balcon a fait sa On propre a fait une orchestration. Ouais. Et moi, quand j'ai reçu le texte français, vous découvrirez, mais qui est très goulayant, À la Yvette Guilbert. qui fleure bon. Il y a pas mal d'odeurs et de fumée, de parfum. Ouais. Il y a des vrais bons gros mots quand même. Sauf que le bien texte agréable d'Yvette à Guilbert, il me semblait, il a été écrit il y a presque 100 ans, et il me semblait pas vraiment en adéquation avec le ton qu'on avait trouvé général. Donc j'ai dit, je vous propose j'ai glissé un peu en contrebande des petites rimes un peu plus, voilà, fleurs. Voilà, contrebande, c'est l'esprit de l'œuvre. Exactement. Oui, Vous c'est ça, étiez dans le c'était dans l'esprit, ouais. Et c'est une des grandes difficultés, je pense, de la traduction, c'est quand même l'éventail de niveau de langage dans l'œuvre est énorme. Des choses très lyriques à des choses très vulgaires, des jeux de mots, donc ça complique quand même la tâche par rapport à une œuvre qui serait tout le temps sur le même ton. Et ça, on en a parlé par exemple avec Christian sur le niveau de langue, en fait. Comment toucher un public d'aujourd'hui avec ce texte qui a 100 ans. Les Allemands, les germanophones d'aujourd'hui, parfois ne comprennent pas les jeux de mots. C'est-à-dire que j'ai eu 5 sons de cloche sur un jeu de mots. Mais c'est ça. On n'a pas la vérité de l'œuvre. Brecht n'est plus là. Il faut ouvrir le texte et avoir une sorte de marge, de chambre d'écho où tout le monde va comprendre quelque chose qui le touche, en fait. Et on en a beaucoup parlé avec Christian aussi. Oui, il y a une sorte de parti pris qu'on prend dans ces cas-là. Déjà, il faut pas avoir peur des auteurs morts. Non, mais On vient te poursuivre Oui. ton sommeil, attention. je les attends. Non, mais c'est vrai. Il faut mettre. Mais c'est Vitesse qui disait ça, qui a fait de l'art du théâtre une histoire de traduction. C'est une manière C'est comme musée, ça c'est aussi. c'est pas un musée, quoi. Voilà. Oui, les choses changent. Ouais. Et moi, je me souviens des conversations très intéressantes avec Alexandre qui m'expliquait la signification littérale en allemand. C'était emmêlé, il y avait plusieurs idées imbriquées les unes dans les autres. Et je trouve qu'il y a eu de l'éclaircissement dans cette traduction-là. Il y a eu de la lisibilité. Ça s'est décanté. Oui. Et voilà, enfin, c'est ma sensation. Plus la recolorisation de certains mots, plus la truculence remise au goût du jour. Déjà, moi, je trouve quand même un personnage essentiel, c'est Biranba, d'ailleurs, qui le campe, Makis. Comment vous l'avez traduit? Ça, c'est magnifique. Ça, ça swing. Non, mais ça swing pour directement. Expliquer, donc, celles et ceux qui nous regardent. Oui. C'est vraiment intéressant parce que c'est un problème de traduction insoluble avec plein d'inconnus. Donc le bandit, joué par Biranba, Makis, qui est le personnage principal de la pièce, un surnom en allemand célébrissime en territoire germanophone, il s'appelle Maki Messer. Littéralement, mot à mot, Maki Couteau, ou Maki le Couteau. C'est déjà mieux, par exemple. Même sans article. Mais en français, peut-être ce serait mieux que l'article. Ça, c'est inventé par Brecht à partir de l'opéra du Gueux de John Gay, qui est le modèle de Brecht. Tout l'opéra est une réécriture d'un opéra baroque anglais. Ce surnom n'existe pas dans l'opéra baroque. Tout ce qui est Maki, Mac, etc., c'est Brecht qui l'invente. Et soit dit en passant, c'est des mots que les Anglais ne comprennent pas, en fait. Quand on leur dit, mais ça vous dit quoi, Mac ou Maki? Ils disent, je sais pas. Donc c'est Brecht qui invente un truc bizarre autour de ce Maki. Et ce Maki Messer, non seulement il faut traduire le surnom
peut-être un peu mieux que Maki Couteau. Enfin, c'est Maki Surineur, il y a. Ça, c'est la version classique. Ça, c'est la version, mais cette version, elle date de 1930. Et elle est toujours restée jusqu'aux années 2020. Oui, c'est ça, ouais. Et le problème qu'on a... Personnellement, Surineur, c'est un mot que je connais que comme ça. Oui. Je l'ai jamais lu ailleurs. Ouais. Moi, je pense presque que, enfin, le surin, le chourin, ce mot d'argot pour couteau, on connaît, mais le surineur, même à l'époque, il faudrait faire une recherche sémantique, mais surineur, porteur de surin, c'est vraiment bizarre. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est la musique, parce que donc, si on voulait chercher un meilleur surnom pour le théâtre, on pourrait trouver quelque chose, je sais pas, quelque chose de plus moderne, mais le problème c'est que ce nom est chanté dès la complainte de Maki qui ouvre l'opéra. Et il est toujours chanté avec tu vas mieux dire que moi techniquement, mais il est toujours chanté avec ce double accent, mais qui met ça, avec cette mélodie célébrissime, ta da da da, ta da da da, etc. Mais qui met ça, donc Maki Couteau. Tout de suite ça vous donne la difficulté. C'est-à-dire qu'on peut pas possible. Et donc une solution dans la prosodie française, c'était de mettre sur l'accent, donc la pénultième, l'avant-dernier accent, mais ça. Pour nous en français, c'est plutôt des rimes féminines, un e muet. Donc voilà. Et bon, je fais un gros raccourci, mais on a fini. On a proposé pas mal de solutions. On en est arrivé à le traduire par Mac la lame. Mais ça a donné lieu à beaucoup de débats parce que Thomas Ostermeyer n'était pas vraiment pour. Lui, il connaît tellement. Mec aime le maudit. Mec, il met ça. Mec, il met ça. Il disait, Mac la lame. En plus, il y a une répétition la. Donc, on a eu vraiment des semaines de débats. On y revenait tout le temps. Et on a proposé 20 surnoms. Mac Massacre, Mac le Schlass, des choses comme ça. Mais c'était terrible. Parce que Mac le Chasse, oui, mais ça veut dire ivre en même temps. Donc, rien n'allait, en fait. Et on est revenu à Mac la lame parce que c'était ce qui marchait, ça marchait tellement bien dans la chanson avec les rimes à lame. Et on peut faire des vraies rimes hyper musicales. Et alors il y a les pour et les contre, des gens qui ont du mal et d'autres qui aiment beaucoup. Et dans le livre c'est le même surnom. Donc on a changé, on est passé de Maki le Surineur à Mac la lame pour des questions c'est qui est intéressant, de prosodie musicale aussi. En fait. Voilà. En termes de travail sur le chant, Alphonse, vous qui êtes quand même très habitué à travailler avec des chanteurs d'opéra, c'est pas du tout le même travail, en ce sens qu'à l'opéra, j'allais dire, si on comprend pas, c'est pas si grave. Ce que je veux dire, c'est que le son est... Non, bien sûr que c'est grave de pas comprendre. Non, mais je veux dire, le texte est quand même pensé pour que dans son son même, l'émotion qu'on entende, en fait, c'est une espèce de fusion. Là, il y a quelque chose qui laisse quand même beaucoup plus de place à la déclamation, qui devient quand même première. C'est pas tout à fait le même travail que sur Traviata. Non, ça c'est sûr. Traviata et l'opéra italien du 19e en général, clairement... Vous voyez ce que je veux dire sur ce truc, c'est pas grave de pas comprendre. C'est la qualité vocale et la qualité de la phrase musicale qui prime. À l'opéra, il y a aussi un truc qu'on appelle récitatif, donc plein de styles différents, plein d'époques différentes, où d'un coup, tout à l'heure tu disais c'est quoi le plus important, d'un coup c'est le texte vraiment le plus important, et la mélodie est complètement secondaire. Évidemment, les plus connus, c'est les Mozart et Da Ponte, les Noces de Figaro, Don Juan, qui sont tous ces passages récitatifs, c'est des chefs-d'œuvre, vraiment. Et un grand chanteur d'opéra rompu à ce style, d'un coup, techniquement, il change un peu quelque chose pour que la voix prenne moins de place, et que d'un coup, ça fasse plus blablabla que blablabla. Donc quand même, à l'opéra, on a l'habitude de faire ces allers-retours, quoi. Mais après... Mais là, il y avait un travail quand même particulier. Le fait que ce soit pas écrit pour des chanteurs lyriques, que ce soit écrit pour des comédiens qui permettent cette gouaille qu'évoquait Christian aussi, d'incarner, Ce qui est intéressant dans l'œuvre, c'est qu'il y a aussi de tout. Il y a un grand... un éventail. Ouais, entre les chansons qui sont très déclamées, comme par exemple l'appel de Maki à la fin dans sa prison, c'est vraiment blablabla, comme ça. Et des chansons d'amour, par exemple, où là c'est beaucoup plus étiré et où le texte a une prosodie moins naturelle, et on a l'habitude de ça même dans des chansons populaires en fait, parfois. Ça dépend vraiment de l'imaginaire que trimballe le numéro musical un peu. Et il y a un travail, numéro, je dirais. Tu vois, le choral, au départ, le premier numéro chanté après la complainte, c'est Monsieur Pichoum qui chante un choral, donc vraiment luthérien, ou un choral de Bach. La prosodie est pas ce qu'on peut appeler une prosodie correcte ou naturelle. Il y a vraiment dans tous les chorals luthériens, des syllabes plus longues, les accents sont parfois un peu bizarres, parce que ce qui est important, c'est la phrase musicale. Et là...
c'est une parodie de chorale, bien sûr. Donc là, c'est comme les paroles et surtout la traduction. Ta traduction est tellement drôle, évidemment, on veut qu'on comprenne ce que tu dis. Mais le plus important, c'est d'avoir le personnage qui nous chante une prière matinale, quoi. C'est un peu la phrase musicale qui prime, on peut dire, sur le... Oui, en sachant que les paroles sont complètement à l'opposé de ce que la musique propose. Bien sûr. Il y a d'ailleurs une vraie couleur très mélancolique dans cette musique. Ah oui, qui est assez difficile à expliquer, même en termes de techniquement, musicalement. Weill, il n'utilise pas grand-chose et c'est surtout ces harmonies dans les accords. Il y a toujours une petite note qui fait que c'est vraiment Weill et personne d'autre. Oui. Un truc un peu grinçant, on n'est jamais complètement confortable. Alors parfois oui, il y a 2-3 numéros, notamment je dis la Love Song, où là on fait là c'est Hollywood, là c'est... Mais sinon il y a toujours un truc un petit peu dérangeant, un peu... C'est souvent que ce soit dans la sonorité ou même rythmiquement, il y a apparemment des reprises où c'est la même structure, mais c'est jamais vraiment la même structure. Il y a un petit truc qui change, qui fait qu'on... Et que c'est chiant à apprendre, du coup. Et ça nous fait tromper. Mais il y a une mélancolie bizarre qui a un drôle de goût. Et est-ce que on parlait de cette musique de chambre qu'il peut y avoir entre le texte et la musique, j'allais dire à l'intérieur même du personnage et de ce qu'il doit faire, c'est-à-dire chanter, parler, est-ce qu'il y a là aussi une forme d'harmonisation, c'est-à-dire quelque chose qui déteint d'un côté comme de l'autre, que la voix chantée va déteindre aussi sur la voix parlée, ou va en tout cas peut-être inciter à se servir de zones de sa voix parlée que dans le fil à la patte vous utilisez moins, parce que vous soulevez une question importante. C'est la première chose dont on s'est soucié, en tout cas Thomas et Maxime Pascal, et ils tenaient à ce que la voix chantée et la voix parlée, il n'y ait pas de différence apparemment, parce que la technique elle est pas du tout pareille. Mais encore une fois, ça dépend des numéros, je dirais. Ça dépend des types de chansons. Parce que parfois on se moque un peu de l'opéra, donc il faut faire un peu de l'opéra. Il faut faire mine de faire de l'opéra, en le singeant un petit peu. Vraiment ce que tu chantes à la fin, parce que Monsieur Pichon, c'est lui qui conclut un peu avec... c'est un peu un Monsieur Loyal dans l'histoire. Toi souvent qui fait des petits points de morale ou d'anti-morale. Et la fin c'est très lyrique, on peut dire, ce qui est écrit. Mais c'est plus du tout déclamé en fait. Oui. Mais c'est très bizarre, quand on y pense, le chant, le théâtre mélangé, un opéra comique par exemple, c'est très bizarre de jouer la scène et puis de dire, tiens, maintenant je vais vous le dire mais en chantant. Ou inversement, je vais vous le chanter et après je vais vous le jouer. C'est très bizarre quand on y pense, comme art. Et c'est très artificiel. En fait, c'est artificiel. Et c'est ça qui est compliqué, un petit peu. Oui. Et donc il faut faire confiance à le personnage il faut s'inventer dans la tête, tiens maintenant j'ai envie de chanter, je vais chanter, enfin c'est ce naturel là qu'il faut essayer de trouver. Ça, l'opéra comique, vous connaissez, avec Valérie Le Sort, vous êtes aussi frotté à ce genre-là. Non, bien sûr, mais donc il fallait bien nourrir ces chanteurs-là dans cet artifice. En fait. Ou la comédie musicale. On a fait ensemble la petite boutique des horreurs. Ah oui, c'était génial. Là, c'est vraiment donc forme typique de comédie musicale, beaucoup de textes parlés, et d'un coup, la musique. Enfin, il y a toutes les possibilités, mais souvent la musique peut commencer sous le texte parlé et paf, se mettre à chanter. Ça porte, dans l'idéal, la transition doit être assez presque imperceptible. Et il y a un problème aussi, c'est que quand on chante, il y a un volume qui c'est plus volumique que quand on parle. Mais du coup, c'est vrai que c'est un mot, on avait c'était pas tapisserie, mais c'était pas mal, volumique. Moi aussi, je connais des mots. Et du coup, quand la chanson s'arrête et qu'on parle, il faut essayer d'éviter, de combler, de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette chute de volume. Ça aussi, c'est aussi un travail qui se fait. Oui, c'est une manière de travailler sa voix parlée aussi différente, j'imagine. Oui, et puis il y a aussi le micro a beaucoup d'importance surtout dans la manière dont Thomas l'a monté. Et du coup, c'est aussi géré par les micros, ça. Ça, je voulais y arriver au micro, mais j'avais l'impression que vous vouliez dire quelque chose, Alexandre.
Non, mais sur la distanciation par rapport à l'opéra, Et à pourquoi il chante un peu. Oui, c'est-à-dire que ce qui frappe aussi de prime abord, c'est qu'on voit une action, puis à chaque fois qu'on chante, certes, ça illustre de façon morale, enfin, ce qui vient de se passer, mais par exemple, quand Marie Opère entonne la chanson de Jenny la Flibuste dans cette nouvelle production, qui est un moment absolument... Enfin, je me souviens quand elle l'a fait en répétition au début, moi, ça nous a tous glacé le sang, enfin, c'était prodigieux. Mais on voit ça, on se dit, mais pourquoi elle nous chante ça, là, maintenant, exactement? Parce que d'un seul coup, elle était en train, comme une potiche, de regarder, d'écouter des Black Sabbath, puis elle se lève, elle dit, alors moi, je vais vous chanter une chanson d'une fille que j'ai entendue dans un bar de Katsu à Soho, et puis je deviens Jenny, la Flibuste, et je vous chante quelque chose. Donc il y a toujours des mises à distance qui ajoutent à cette moquerie de l'opéra, en fait. Aussi pour Pitchum. Thomas nous a dit un truc qui moi, me parle, enfin, c'est-à-dire, il dit, quand vous chantez, vous ouvrez le cœur du personnage. C'est-à-dire que, en général, on ne dit pas ce qu'on pense, hein. C'est très rare quand on dit vraiment ce qu'on pense. On est toujours en train de mentir. D'ailleurs, je dis n'importe quoi. Non, mais c'est vrai, on est toujours en train de mentir. Et la chanson, je vais vous montrer un peu mon état d'âme. Ouais, c'est en ça que je pensais qu'on était peut-être plus nus que sans chanter. Oui, alors dans ce sens-là, vous avez raison. Ouais. Oui. Alors on parlait... Oui, non, parce que dans ce sens-là, c'est vrai, mais dans l'autre sens, mine de rien, pour nous musiciens, il n'y a rien de plus terrifiant que d'un texte à dire à la vitesse qu'on veut, où il n'y a pas un compositeur qui est passé par là en disant genre, ça c'est le rythme, ça c'est les hauteurs. Ouais. Ça, c'est le vertige de la liberté. Là, il y a un poème de Weill, un poème de Brecht, Weill, il y a déjà une première couche. On nous dit, non, c'est ça le rythme, c'est ça le... Donc en ça, on est déjà un peu plus habillé, je trouve, quand on chante, par rapport à quand on parle. Ouais. En tant que musicien, c'est ce qu'on voit en tout cas, nous. Ouais. Alors, il y a des micros, en effet, et ça, c'est quand même très intéressant, la manière dont ils sont utilisés, et ces micros sont aussi une manière de répondre au travail du balcon, qui est quand même un travail aussi sur la sonorisation, la spatialisation. Donc, j'aurais aimé aussi que vous nous racontiez un peu, Alphonse, ce que c'est que cet orchestre qu'on va retrouver là à partir du 23 septembre jusqu'au 5 novembre. Fait de polyinstrumentistes qui recrée, mais il y a aussi un petit peu comme Alexandre a pris cette langue de Brecht pour faire un Brecht qui parle aujourd'hui, où tout le monde est peut-être un petit peu la même traduction derrière. Cette musique de Weill avec des instruments aussi très variés. En soi, elle n'a pas été écrite pour être sonorisée. Elle est comme pas mal de choses qu'on joue avec le balcon. Mais donc tu me demandais un peu pour l'idée. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans la fosse comme instrument, et le fait que, donc, comme c'est sonorisé, c'est ça que je n'avais toujours pas dit et que je m'attendais à entendre, comme c'est sonorisé, aussi les micros sur la scène sont, une manière de répondre aussi à cet étalonnage. Ouais, c'est assez complexe parce qu'il y a une sonorisation globale qui sont celles des voix parlées avec des micros qu'on appelle tour de tête, qui sont tout le temps que les comédiens ont tout le temps sur eux, et de la sonorisation en fosse. Tout ça qui passe dans les machines de Flore de Rex, qui est comme un deuxième chef d'orchestre qui lui gère la diffusion en salle. Et en plus de ça, Thomas a, comme dans pas mal de ses spectacles, rajouté à la face une série de micro-pieds, donc très visibles, vraiment identifiés comme l'objet micro de concert de pop, que Thomas utilise pour que le personnage, d'un coup... Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons de le prendre le micro, mais... C'est une manière d'illustrer ce dont on parle souvent sur Brecht, cette fameuse distanciation, où que le personnage d'un coup, on se demande est-ce que c'est Christian Reck là qui parle au public ou est-ce que c'est Pitchum, est-ce que c'est un aparté, donc finalement on l'entend plus fort mais en fait le reste du cast ne l'entend pas. Donc il y a toutes ces manières, ça peut jouer à plein de niveaux en fait. C'est une sorte d'aparté particulière en fait. Mais en dessous de ça, donc cette sonorisation générale fait que on est tous dans le même bain, mixés dans le même bain, l'orchestre et les voix. Aussi, ça a permis au théâtre de l'Archevêché, qui est pas un théâtre prévu pour les voix parlées, franchement. Ça aurait pu, mais ça aurait été un boulot différent quand même. Hein. De le faire, de permettre un parler un peu moins déclamé, moins placé comme ça, un tout petit peu plus naturel, mais puis ça veut rien dire parce qu'on
au théâtre. Oui, c'est jamais naturel. Bien sûr, c'est pour ça que ça veut rien dire. On ne fait que ça. Enfin, je veux dire, le partenaire, il est à 50 cm. On est obligé de parler le dernier rang. Tout ça est très artificiel. Donc, du coup, même si l'archevêché est grand, j'ai vu ça d'ailleurs dans la petite boutique des horreurs. Moi, je fais partie de la classe des gens qui parlent sans micro, enfin, qui remplissent la salle, comme les chanteurs lyriques dans la petite boutique. Et puis, on leur met un micro avec des retours. C'est pas vraiment c'est ça que j'en vois. Enfin, et de ne plus être maître de ces fluctuations vocales, elles sont compensées. Et évidemment que c'est agréable, parce que pour ça c'est très agréable, parce qu'on peut parler faiblement, et c'est des intentions qu'on ne peut pas faire passer à pleine voix, mais ce n'est pas que agréable pour nous qui n'avons pas l'habitude, parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui décident pour nous. Il faut qu'il y ait un rapport de confiance qui s'installe avec l'équipe musicale et l'équipe de sonorisation. Et ça, en répétition, ça prend un peu de temps, mais petit à petit, que vous sentiez que, en l'occurrence, Florent Dorex, il a tout le temps la main dessus, qui suit tout le monde, qui sait qu'un tel va gueuler un peu à tel moment, donc il fait gaffe. Et puis, il voit que si d'un coup t'as envie de susurrer, il va un peu se soutenir sans que ça soit trop visible. Voilà, il y a un temps d'adaptation. Oui. Alors, justement, là, le lieu va changer. Hein. Ah oui. Adaptation à nouveau. Oui, ça va. Qu'est-ce que ça va changer? C'est plus petit. Oui. C'est plus petit. Si c'est pas en extérieur. Et puis, il n'y a pas les oiseaux qui passent au-dessus, et les avions, et le vent, la pluie. Ah oui, je crois que c'est plus facile de le réduire que d'agrandir. On va vers du plus délicat, automatiquement, je crois. Maintenant, il faut équilibrer tout ça. J'ai hâte de voir. Tous ces théâtres, je pense aussi à l'Opéra Comique ou je parle à la Comédie Française, ces théâtres ne sont pas fabriqués au départ pour de l'amplifier. Et ça, c'est le problème des sonorisateurs du balcon qui ont l'habitude de ça, mais c'est pas facile à faire. Pour revenir encore à la petite boutique, et l'Opéra Comique, on a mis pas mal de temps. Il y a eu 2-3 jours de répète où tout le monde fait c'est trop fort, c'est pas assez fort, les premiers rangs deviennent sourds, machin. Et puis petit à petit on trouve avec la visite du directeur inquiet. Oui, bien sûr. Bon, c'est un beau challenge. On a très envie de voir ce que ça donne. Moi aussi, parce que je pense que le dispositif scénique est très beau. Et je pense que là, plus resserré à Richelieu, ça va être. C'est une manière d'être encore plus proche. Je pense. Moins perdu dans l'image. Et puis dans ce théâtre aussi qui veut être avec le public. Mais là, on est proche. Non, je pensais, c'est vrai que ce sera proche, et puis c'est vrai que ça renoue là aussi avec l'incarnation d'origine de l'œuvre, parce que dans le texte donc qui est dans ce livre et qui n'avait en fait jamais été traduit, donc il y a des petites particularités qu'on connaissait pas, et notamment il y a des didascalies incessantes, sum publicum, au public, entre parenthèses, au public. Et le dispositif de micro voulu par Thomas, il a fait beaucoup réagir avec Aix-en-Provence, les gens qui étaient pour, d'autres contre, mais il faut pas oublier que Thomas renoue vraiment avec ça, parce que ces micros, ils sont là pour qu'on parle au public. C'est pour ça que les comédiens improvisent aussi, je le révèle, mais au public. Et j'ai l'impression que ça va être encore plus ça à Richelieu qu'à Aix. Oui, l'improvisation d'ailleurs, elle a sa place en musique aussi. Un petit peu. Contrôlée. Tout à l'heure on parlait de l'air de Madame Pitchoum, donc la musique de Weill et les paroles de Yvette Guilbert, il n'y a pas d'orchestration, donc nous l'orchestration on l'a créé en répétition, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on le joue, moi au piano je rajoute une petite guirlande par-ci, des trucs comme ça quoi, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Mais il y a des chansons, on en parlait tout à l'heure, la chanson de Barbara qui est un des grands airs une des deux grandes chansons du personnage de Polly, que j'ai joué plein de fois, et Vincent aussi, c'est des chansons Vincent Le Terme aussi, c'est des chansons qu'on joue souvent avec des comédiennes, souvent, ça fait partie quand même d'être un comédien, et qui pose toujours plein de questions en tant que pianiste. Souvent tout est doublé, parce que c'est un peu le style de la chanson de cabaret comme ça, et on sait jamais vraiment si le compositeur il veut qu'on continue à doubler la voix tout le temps, ou qu'on lâche un peu. Donc ça, c'est pas de l'improvisation, mais c'est un peu de la décision à l'appréciation de chacun. Ça, c'est assez agréable aussi. Ah oui, c'est très agréable. Mais faut le faire en comprenant bien le style pour savoir jusqu'où on peut aller, pas trahir. C'est exactement le travail d'Alexandre.
Bien comprendre le style pour pas trahir, Ouais, savoir jusqu'où on peut aller. Les interprètes, c'est notre Les travail, interprètes je sont pense. des traducteurs. Oui, peut-être dans une certaine mesure, mais oui, non, ça me laisse confiance. En tout cas, Moi, moi, j'étais en avec train de mes yeux, je trouve qu'un traducteur, tu mets quand même plus de... Il y a quand même plus de toi, quand même, mais... que dans une traduction. que dans une interprétation de, je sais pas, de moi qui vais jouer une sonate de Mozart. C'est ça que je voulais dire. Ah oui. Ah, il y a plus. Ouais, mais il y a c'est plus moi de- avec mes yeux, je trouve ça. Bah, ce qui est vraiment difficile, c'est de trouver la bonne. Enfin, c'est vraiment l'obsession et la difficulté. C'est que moi, j'aimerais ne pas trop mettre de moi-même. J'aimerais que ce soit Brecht. Ouais, bien sûr. Mais oui. Mais comme enfin, là, j'étais en train de penser à la chanson de Barbara, qui est vraiment l'une de celles qui nous a donné le plus d'envie, Ouais, parce qu'elle est très on a simple. beaucoup travaillé Elle est ça. très simple. Ouais. Elle est vraiment très simple et elle est. Et en plus, ce sont donc c'est en 3 tripartites, vraiment 3 couplets, 3 refrains qui se répètent, avec des petits mots béquilles en allemand, oraux, très difficiles à rendre parce que tout est sur la prosodie, donc on a bougé des dizaines de fois des petits mots. Toujours des petits mots. Ouais, parce qu'elle dit, en fait, c'était une chanson qui s'appelait à l'origine la chanson du non et du oui, dans cet ordre, du non et du oui. On pourrait dire la chanson Et du consentement si on veut dire des mots. Oui, bah tout à fait. On aurait pu dire la chanson du consentement, par C'est exemple. vraiment exactement. Et dans cette chanson, Brecht s'amuse à faire rimer le mot nein, non en allemand, avec tout un tas de mots, comme souvent des mots rimes. Donc c'est pas juste la rime à la fin d'un mot, c'est les autres mots, c'est sein, le même nombre de syllabes. Ouais. Nein, sein, je dis n'importe Peut-être quoi, Kain, kein. je sais plus, ouais. Donc moi je voulais retrouver cette simplicité, donc j'ai fini par faire rimer le mot non avec d'autres mots, mais j'ai pas réussi partout à avoir un seul mot. C'était par exemple menton qui rime avec non. C'est vraiment des micros. Ce travail, c'est un travail vraiment de micro-adaptation. Il y a une frustration à ne Énorme. pas trouver. Énorme. Je sens dans ce manteau. Non, vraiment énorme. Oui, c'est des compromis, on a Ouais, c'est toujours ça. laissé sur le... Mais moi, je crois qu'il faut pas avoir peur. Je crois qu'il est impossible d'être retranscrire à 100%, d'être Brecht. Tu n'es pas Brecht. Révélation de la soirée, le tapuscrit. Il est bien connu. Non, tu lui ressembles pas. Non, c'est pas ça. Il y a rien à faire. On met une part de nous. Ce n'est pas la même année d'écriture. Il y a plein de choses qui ont changé. Tu ne peux pas refaire la même chose, et c'est ça qui est aussi intéressant. Moi, je trouve, en t'écoutant, en t'écoutant parler, je voyais tout, comme tu transpirais à me raconter tout ce que ça racontait. Mais on pouvait pas mettre toutes ces idées qui s'entrechoquent. C'est impossible. Pardon. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais pour donner un exemple de quand même la frustration, c'est par exemple dans le choral de Pitcham, ça commence vraiment par... en fait, il y a vraiment une moquerie sur la forme du choral. Et par exemple, ça commence par des notes en allemand qui se répètent en début de vers. Donc ouais, le problème de tout ce travail, c'est qu'il n'y a pas que les rimes et la métrique, il y a plein de jeux internes, plus ou moins subtils. Et cette chanson-là, elle commence par 2 syllabes qui est toujours la même, qui est vraiment War auf du verrotteter Christ. Ma, war, mar, ar. Et après, c'est Verkauf, Verschach. Et ça, c'est quasiment impossible à apprendre le français. Donc j'étais là, oui, il y a frustration parce que je me dis, sans trop tordre le texte, j'aimerais bien quand même qu'il commence par même une autre syllabe en français, mais la même. On est ce côté litanique. Ar, ouais. ar, R, et c'est quasiment impossible. On a quand même réussi des choses, mais il y a des moments où on se dit, c'est comment faire en fait. C'est difficile. Il y a quand même raclure de chrétien dans le premier vers, c'est quand même pas mal. Oui, Franchement, à chaque fois, tous les soirs, tu entends Christian chanter ça. Oui, c'est sûr que c'est rigolo par rapport à l'ancien texte. C'est vrai que les anciens textes étaient peut-être un peu plus sages, et quand aujourd'hui ça commence par raclure, c'est rigolo. Tu compenses avec la crudité des mots. Voilà, Exactement. on essaie de compenser, c'est ça. Ouais. Eh bien, tout ça est à découvrir le 23 septembre jusqu'au 5 novembre. L'opéra de Katsu, on l'a dit, mise en scène de Thomas Ostermeyer. Traduction, vous pouvez vous procurer cette traduction, parce qu'il n'y a pas que la traduction, c'est une vraie édition, introduction, texte inédit, vous l'avez dit. À la direction, Maxime Pascal, mais aussi vous, Alphonse Semin, dans la fosse ici, dans la salle Richelieu. Et dire d'ailleurs que
attendez une seconde, non, parce que c'est quand même important, votre camarade, Mme Pitchum, c'est Véronique Vella, qui adore, comme on le sait, chanter, et elle sera accompagnée par Vincent Leterme en récital, dans le cadre des lundis musicaux du Théâtre de l'Athénée. Donc, voilà, il y a quand même... la musique. Hein. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter? Moi, je voulais juste ajouter le nom d'Élodie Fonard, qui est notre professeur de voix et qui nous a aussi beaucoup aidé dans cette aventure. Eh bien, voilà. Il y a le disque. Il y a le disque chez Alpha. Alpha Et le aussi. disque chez Alpha. Oh là là, non, mais tant de choses. Qui va sortir pour le 22 septembre. Ah bah, 22 septembre, Voilà, la sortie du disque chez Alpha. c'est demain, la veille de la première. Voilà. Bon, excellente répétition. Merci. Voilà, Merci. hâte de voir ça sur la scène. Merci beaucoup à l'équipe fidèle de Quelle Comédie, Arthur Lenoir, Andrea Villechange. La semaine prochaine, eh bien, rendez-vous à 19h et ce sera le retour de Bélindola. Merci à tous et très bonne soirée. Bonne soirée.